puis par après, je la mets en ligne pour que vous puissiez la regarder. Donc, ce que je fais, c'est que je la mets sur YouTube, puis elle est pas, vous ne pouvez pas la trouver juste en cherchant cours de physique, cours de mécanique ou quoi que ce soit, là. C'est comme, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, là je ne m'en rappelle plus. C'est genre non public ou quelque chose comme ça, là. Fait que ça vous prend absolument l'adresse pour pouvoir accéder. Fait que ce que je fais, c'est que je vous mets le lien là, sur Léa. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien, puis ça vous amène sur la vidéo qui est sur YouTube. Donc, ça va bien, ça fonctionne bien. Donc, bienvenue dans le cours de mécanique. C'est votre premier cours de physique, normalement, qui est en fait le premier de 3 cours, parce que dans votre deck en sciences de la nature, vous avez 3 cours de physique. Donc, mécanique, électricité, magnétisme et ondes et physique moderne. Le cours de mécanique est préalable aux 2 autres. Donc, vous devez absolument réussir mécanique pour pouvoir vous inscrire à vos autres cours. Je vous dirais, en fait, vous avez les 2 autres cours, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Là. Vous pouvez faire ondes et physique moderne avant électricité, magnétisme ou l'inverse. Souvent, on va faire NYA, NYB, NYC, mais en fait, les 2 derniers sont interchangeables. C'est vraiment mécanique qui est le plus important là, pour pouvoir faire n'importe quel des 2 autres cours. Normalement, vous devriez avoir déjà fait le premier cours de calcul. Vous devriez être en train de faire le deuxième ou vous l'avez déjà fait avant. Mais si on regarde, là, je vais vous montrer le plan de cours que j'ai mis sur Léa déjà. Il devrait être ici quelque part dans les minutes. Il est caché en dessous, ici. Ah, il va falloir que je descende ça. Bon, non, il n'est pas ici. Ah, c'est vrai, je ne l'avais pas mis là, je l'avais mis ici. Bon. Donc, si on regarde sur la première page du plan de cours, le cours de calcul intégral est cours requis parce qu'on fait un petit peu d'intégrale dans le cours, pas beaucoup, c'est plus vers la fin du cours, mais on en fait un peu pour introduire le cours de NYD où on en fait quand même beaucoup, le cours de physique NYB. Là. Donc, c'est pour ça qu'on commence à en faire un tout petit peu en YA. Vous avez donc besoin de faire le cours de calcul intégral en même temps que le cours de mécanique. OK. Donc, ce que je vais faire, avant de vous présenter le plan de cours, je vais vous parler un tout petit peu de moi, histoire que vous sachiez qui je suis. Donc, je suis enseignante en physique au Collège Annecy depuis, je dirais, à peu près 12 ans. J'ai donné le cours de mécanique à peu près 10 fois minimum. Donc, je le connais vraiment, vraiment beaucoup. C'est mon cours préféré, de loin, dans tous les cours que je peux donner au cégep, là, que ce soit j'ai donné des cours de mise à niveau, des cours complémentaires, des cours de technique, les cours de prévu, évidemment. NYK, c'est vraiment un très bon cours. C'est ceux qui l'ont fait déjà avec moi ou avec quelqu'un d'autre. J'ai modifié un petit peu la structure du cours. La matière est la même. C'est juste que l'organisation du cours cette session-ci va être un petit peu différente. Donc, je vais vous présenter ça dans 2 minutes. Mais sinon, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait mon deck en sciences de la nature, évidemment, comme vous. Puis après, je suis allée faire un bac en physique à l'Université de Montréal, une maîtrise à McGill en physique. Et j'ai aussi fait un bac en sciences politiques à l'UQAM après parce que j'avais envie de faire des sciences politiques. Mais bon, ça, c'est juste pour mes intérêts personnels. Puis j'ai fait la moitié de la maîtrise en sciences politiques, mais j'étais trop tannée. C'est vraiment, à un moment donné, c'est les études, ça suffit. Donc, c'est ça. Je me suis rapatriée en physique et j'enseigne la physique, c'est ça, depuis une douzaine d'années à peu près. Là. Ça augmente tout le temps d'année en année, le chiffre, mais à un moment donné, on ne sait plus, on ne suit plus. Fait que, c'est ça. Puis j'ai toujours enseigné en SIC. Avant, j'ai enseigné un cours secondaire, là, ce qui était pas mal moins le fun. Surtout quand je faisais du remplacement. Oh my God, j'ai pas aimé ça. Mais bon, au cégep, c'est vraiment plus agréable. Donc, puis sinon, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en Amérique du Sud, en Afrique beaucoup, en Europe. Il me reste l'Asie à voir, que je n'ai pas encore vue. Mais c'est ça. Puis j'ai 2 enfants, puis j'ai un conjoint qui est dans l'autre bureau à côté, que vous allez peut-être voir passer m'amener dans mon dos, étant donné que je suis dans mon sous-sol.
et qu'on est les deux en télétravail. Donc, c'est ça, en gros. Normalement, le cours de mécanique, il va quand même bien. C'est un cours, évidemment, qui demande beaucoup de travail. Il faut être vraiment assidu. Et il faut être, je dirais, à jour, surtout. Parce que le gros problème qu'on constate, c'est les étudiants qui attendent, évidemment. Puis là, on vous le dit dans tous les cours, mais en mécanique, c'est particulièrement vrai. Les étudiants qui attendent à la dernière minute pour faire leurs exercices, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que là, vous arrivez à l'examen, puis là, vous avez 52 ou 45, puis là, vous faites comme Ah! Alors que le premier examen est le plus facile. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai changé un peu la structure du cours aussi, là, pour vous aider un peu. Fait que je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous montrer le plan de cours. Là. Je voulais partager il y a 2 minutes, mais je vais le repartager. Donc, on est plusieurs profs à enseigner le NYK. Là. On est juste 2 profs sur le plan de cours parce qu'on est 2 profs qui avons décidé de prendre ce plan de cours-là. Les autres profs, ils veulent prendre le plan de cours habituel, puis nous, on a décidé de faire un changement parce que depuis plusieurs sessions, on constate que les étudiants, souvent, dans les parties théoriques de cours, ils ont plus de difficultés à suivre et tout. Fait que là, on a dit, OK, on va faire ça un peu différemment. Fait que là, on a essayé d'améliorer ça. Fait qu'on verra ce que ça donne cette session-ci, mais je pense que ça devrait aller bien. Donc, on est 2 profs, c'est ça qui essayons cette technique-là, mais il n'y a pas des gros changements, là. C'est plus la structure du cours qui est un petit peu différente. Bon, vous pourrez lire présentation du cours, les finalités du programme, les objectifs, les activités d'apprentissage. Bon, ça, vous regarderez tout ça. Les dispos, je vais revenir dans 2 secondes là-dessus, médiographie aussi. Ce que je veux vous montrer un peu, c'est le contenu du cours. Donc, traditionnellement, on sépare le cours en 4 sections. Donc, la première étape qui est introduction et cinématique et c'est introduction cinématique. La deuxième étape qui est la dynamique en dessous. Ensuite, on a travail et énergie. Puis la dernière étape qui est la cinématique de rotation, puis tout ce qui va avec. Là. Système de particules et corps solides. Bon, ça, c'est toute la dernière portion du cours. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va en fait séparer le cours en 2 grandes sections. Donc, il va y avoir un examen de mi-session, je pense que c'est à la 8e semaine ou quelque chose comme ça, sur les chapitres 1 à 6, et un examen de fin de session, donc l'examen dans la semaine des examens finaux, là, qui va être sur les chapitres 7 à 12. Donc, c'est vraiment 2 grosses moitiés de cours. L'examen de mi-session va compter pour 25 %. L'examen final va compter pour 30 %. Donc, la grosse majorité de votre note finale va venir de ces 2 examens. Entre-temps, ce qu'on va faire, c'est des quiz. Donc, on a 6 quiz dans la session. Je vais vous montrer dans 2 secondes l'échéancier que je vous ai mis sur Léa, pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Mais de la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va faire chapitre 1, chapitre 2, ensuite on va faire un quiz sur chapitre 1, 2. Ensuite, on va faire chapitre 3, chapitre 4, un quiz. Et ensuite, on va faire chapitre 5, chapitre 6, un quiz. Et tout de suite après, on a l'examen final qui va porter sur le chapitre 1 à 6. Donc, les quiz, comment ça va marcher? Ça va être, c'est 1 heure, 50 minutes en fait. Là. Ça va être 25 minutes à peu près que vous allez avoir pour faire un exercice, un gros numéro, si on veut. Puis l'autre 25 minutes, vous allez vous mettre en équipe et vous allez soit refaire le même numéro ou faire un autre numéro semblable, dépendant de ce que je décide. Et votre note va être la combinaison de ces 2 évaluations-là. Donc, une évaluation individuelle, une évaluation en équipe. Donc, ça, c'est pour les quiz. Et comme je vous dis, l'examen va être un gros examen de mi-session sur la moitié de la matière au complet, incluant la théorie. Puis, en tout cas, c'est beaucoup plus substantiel, l'examen, évidemment, compte pour 25 %. Donc, les 6 quiz ensemble, là, je vous ai montré 3 quiz. C'est que chapitre 1, 2, chapitre 3, 4, chapitre 5, 6. Les autres, c'est chapitre 7, 8, chapitre 9, 10 et chapitre
11. Chapitre 12, il n'y aura pas de quiz dessus, mais c'est 1 heure, puis c'est presque rien, là. Fait qu'il y a un autre 3 quiz, puis après ça, l'examen final. Donc, les 6 quiz ensemble vont compter pour 20 de votre note. C'est 20 divisé par 6, tout simplement, pour chaque quiz. L'objectif, c'est vraiment de vous garder à jour le plus possible dans vos exercices. Donc, que vous ne soyez pas rendu à la 5e, 6e semaine sans avoir vraiment commencé, ce qui était toujours le cas de certains étudiants, même si on répétait et on répétait et on répétait que ce n'est pas une bonne idée. Le premier examen, on se ramassait toujours avec une moyenne de 55. Puis là, ça devient très, très, très difficile de se rattraper. Ce qui fait que le cours de mécanique est souvent échoué, pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous avez sous-estimé le niveau et vous n'avez pas étudié assez. Ce qui fait que là, au premier examen, vous vous retrouviez avec une note très faible, puis l'examen valait déjà 25 Donc, ça devenait très difficile de remonter. Parce que plus la session avance, plus les choses deviennent compliquées, évidemment. Puis à la fin de la session, c'est toute la nouvelle matière que vous n'avez jamais abordée au secondaire. C'est vraiment de la rotation, puis des quantités de mouvement, des centres de masse, toutes sortes de trucs très intéressants. Mais que souvent, l'examen final était quand même plus difficile. Donc, on se retrouvait avec des échecs avec des étudiants qui auraient vraiment pu passer le cours s'ils avaient été mieux organisés. Fait qu'on s'est dit, on va les forcer à faire leurs exercices au fur et à mesure, puis à poser leurs questions au fur et à mesure, ce qui va vraiment, selon moi, beaucoup vous aider. Donc, je vous montre l'échéancier que je vous ai concocté et que j'ai mis aussi sur Léa, puis que je vais modifier au fur et à mesure, là, si jamais soit on prend du retard ou on va plus vite ou j'oublie des affaires, ou en tout cas. Je vais tout le temps le modifier, mais le principe, je vais juste mettre ça ici 2 secondes. Donc, le principe, c'est que pour chaque semaine, vous avez un peu ce qui est attendu de vous. Et évidemment, il faut tout le temps savoir ce qui s'en vient la semaine suivante et la semaine d'après pour être capable d'anticiper un peu les grosses évaluations ou les gros travaux. OK? Donc, par exemple, pour la première semaine, bon, on présente le plan de cours première heure. La deuxième heure, on va commencer le chapitre 1 et on devrait le terminer jeudi. Donc, là, ce que j'ai mis, c'est lorsqu'on a complété le document sur le chapitre 1, vous faites les exercices du Benson sur ce chapitre. Donc, j'y arrive, je vais vous montrer c'est quoi. Ça ne sera pas long. Ensuite, on va commencer la théorie sur mesure et incertitude. Donc, là, je vous dis, bon, ce qu'il y a à imprimer, par exemple, si vous voulez l'imprimer, le document, ou si vous voulez le compléter sur une tablette ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, là, mais ça veut dire ayez votre document avec vous prêt. Donc, ça, c'est aussi un document un peu avec des espaces à compléter et tout ça, là, mais c'est un document que j'ai fait dans Word plutôt que dans PowerPoint, là. Et le mardi prochain, on a notre premier labo. Donc, on va faire 1 heure de théorie encore sur mesure et incertitude, puis on va prendre les mesures pour notre premier labo. Et on va terminer la théorie sur les mesures et incertitudes le jeudi. Ensuite, on commence chapitre 2. En fait, le chapitre 2, il est vraiment sous forme de capsule vidéo à écouter. Et vous avez un document à compléter au fur et à mesure. Donc, là, c'est vraiment, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est garder plus de temps à la fin du cours. Oups, je suis allée trop vite. Pour les chapitres, surtout le chapitre 11. Là. J'ai mis vraiment beaucoup de temps sur le chapitre 11. Déjà, on peut avoir du retard, mais le chapitre 11, c'est vraiment un gros, gros, gros chapitre et je veux être certaine que ça soit bien compris parce que c'est là-dessus beaucoup que vous êtes évalué. L'examen final, c'est en grande partie le chapitre 11. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller un peu plus vite au début de la session. Puis, il y a un petit peu plus de travail à faire de votre côté. Déjà, vous avez plus d'énergie en début de session, vous êtes plus motivé. Souvent, les autres enseignants vous donnent un peu moins de travaux aussi. Pas toujours, mais des fois. Ce qui fait que vous avez déjà un peu plus de temps pour consacrer à physique. Ce qui fait qu'ici, pour le chapitre 2, je vais vous demander d'écouter des capsules vidéo que je vais mettre sur Léa et de compléter le document accompagnateur qui va avec. Et on va revenir vendredi ensemble, on va corriger le document, puis on va compléter aussi là, avec d'autres exercices. Ici aussi, on va terminer là, un peu l'exercice du chapitre 2, on va faire un peu de révision aussi. Et vous avez votre premier quiz dès le 10 février sur chapitre 1 et 2.
Donc, c'est ça. Après ça, on embarque chapitre 3. Là, on va avoir le labo 1 à remettre, le rapport de labo. Vous avez toujours 2 semaines pour le remettre, OK? Le rapport, presque. Juste le labo 2 que vous avez un petit peu moins que 2 semaines là, parce que je veux le corriger pendant la semaine de relâche. Et je vais vous demander de me le remettre le vendredi avant de quitter pour la semaine de relâche. Mais sinon, les autres labos, vous avez toujours 2 semaines pour faire le rapport. Donc, pour vous donner un peu un aperçu du début de la session, là, ça va ressembler à ça. Puis après ça, c'est ça, on embarque chapitre 3, chapitre 4, après ça, le quiz, chapitre 5, chapitre 6, on fait un autre quiz, puis là, on a l'examen de mi-session, ici, le 25 mars. Donc, si tout se passe comme prévu, l'examen de mi-session va être le 25 mars. Après ça, on embarque chapitre 7, chapitre 8, et les portions théoriques de certains chapitres, où il y a, comme souvent, on avait 1 heure ou des fois même 2 heures de théorie, je vais les faire sous forme de capsules à écouter. Donc, vous pouvez les écouter à la maison, prendre des notes dans votre cahier et tout. Et à ce moment-là, ben, c'est plus facile là, pour vous déjà parce que vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez l'écouter en accéléré, en ralenti, comme vous voulez. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. C'est plus facile de vous concentrer. Moi, j'ai un garçon qui a un trouble de déficit de l'attention, puis je commence à comprendre c'est quoi. Moi, je n'ai jamais souffert de ça, mais je vois que des fois, quand ça devient comme théorique, on perd le fil quand on n'a pas à s'asseoir puis à faire quelque chose. Là. Fait que ces portions-là, je vais plus les faire sous forme de capsules. Ça va nous donner plus de temps pour faire des exercices en classe. Vous allez avoir du temps pour travailler en classe, que je puisse vraiment vous aider. Sinon, avant, on n'avait jamais le temps. On faisait la théorie, je faisais des exemples, mais c'était très difficile d'avoir du temps pour travailler en classe. Donc là, ça va être plus possible. Espérons-le, du moins. Donc, ça, c'est pour l'échéancier. Je vous suggère vraiment de vous y référer régulièrement. Je l'ai mis en Excel juste parce qu'en Word, c'était comme pas possible de rentrer ça, puis ça faisait pas, c'était pas possible de l'arranger comme il faut, là. Fait que, ou en tout cas, ça ne me tentait pas de passer mon temps à faire ça alors qu'il y a plus de choses importantes à faire pour la préparation du cours. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est que pour chaque chapitre qu'on va voir, il y a des exercices associés. Les exercices, on les trouve dans le manuel qui est ici, on l'appelle le Benson parce que c'est écrit par Harris Benson, mais en réalité, il s'appelle Physique 1 mécanique. C'est comme une grosse batte de baseball là, qui frappe sur une balle en gros plan. Ça, c'est à acheter à la coop. C'est pas mal la chose la plus importante à acheter à la coop. Dans ça, donc, vous avez la théorie pour chaque chapitre. Il y a beaucoup d'exemples qu'on fait qui sont dans le Benson, mais il y en a évidemment plus dans le Benson parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc, ça peut toujours être intéressant d'aller lire la théorie, d'aller regarder des exemples résolus. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez les questions. Donc, vous voyez Q1, Q2, Q3, machin. On les voit peut-être un peu mieux comme ça. Et vous avez des exercices aussi, ici. 1, 2, 3, 4, etc. Et vous avez des problèmes qui sont à la suite des exercices. Là, ici, dans le chapitre 1, il y en a juste 4. OK, qui sont. Je ne me vois pas. Tiens, ici, comme ça. P1, P2, P3, P4, etc. Donc, ici, dans la colonne exercices, vous avez les exercices, vous avez les questions, et lorsqu'on vous suggère de faire des problèmes, comme par exemple dans le chapitre 2, on vous suggère le problème 1, il est écrit P1. Les questions sont vraiment des questions théoriques. Okay? Vous n'avez absolument pas de calcul à faire. Les exercices sont en ordre croissant de difficulté, approximativement. C'est sûr que ça va aussi par section. Okay? Sont vraiment séparés en sections, mais les premiers d'une section sont toujours plus faciles que les derniers, ce qui est assez logique. Et les problèmes, là, on a vraiment un niveau de difficulté supérieur. Okay? Dans les quiz, habituellement, on va vous demander de résoudre un exercice qui est assez complexe, qui va souvent faire appel à des notions de 2 chapitres. Dans les examens de mi-session, examen final, là, on a des questions théoriques, des exercices et des problèmes. On a vraiment les 3 niveaux. Okay?
Donc, je vous dirais qu'il faut être capable, pour vraiment avoir une très bonne note dans le cours, là, il faut vraiment maîtriser les concepts assez profondément, là, en profondeur, pour être capable de faire des problèmes qui sont très complexes sur les concepts, comme les problèmes qui vous sont proposés dans le Benson. Les problèmes qui sont soulignés, là, ici, je vais vous montrer tantôt, mais on a des solutionnaires qui sont disponibles sur Moodle. Et les problèmes soulignés, on a des solutions dans un solutionnaire maison. Puis les problèmes qui ne sont pas soulignés, bien là, vous pourrez aller voir dans le solutionnaire Benson, si jamais vous avez. Mais je vais vous expliquer après comment utiliser les solutionnaires, là. Donc, c'est ça. Pour chaque chapitre, si vous regardez, là, mettons, dans l'échéancier, là, mettons ici, c'est écrit lorsqu'on a complété le document sur le chapitre 1, faites les exercices du Benson sur ce chapitre. Bien, à ce moment-là, vous allez dans le plan de cours, puis vous regardez chapitre 1, les exercices qu'il y a à faire, puis vous faites ces exercices-là. Pas trop compliqué. OK. Autre chose. Donc, si on revient un peu en avant, la médiagraphie, donc comme je vous disais, le Benson, Physique 1, 5e édition. Et l'autre document qu'il faut se procurer, en fait, vous avez le choix. Il est disponible à la coop. Sa cote, c'est 2022 H016. C'est ça ne coûte pas cher du tout, là. C'est vraiment, c'est juste imprimer un petit fascicule de papier. Il est également disponible sur Moodle. Je vais vous montrer dans 2 minutes où aller le chercher. Vous pouvez l'imprimer chez vous si vous voulez, mais ça va vous coûter plus cher que si vous l'achetez à la coop. Là, à la coop, il y a des. Vu qu'on imprime dans une grosse imprimerie, puis tout ça, ça coûte moins cher que si vous utilisez vos cartouches d'encre à vous puis votre papier à vous. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer non plus. Vous pouvez tout le temps le consulter sur Moodle. Mais c'est vraiment un document auquel vous référez lorsque vous faites des labos. C'est un document pour toute la portion expérimentale du cours. C'est là-dessus qu'on se base pour voir la théorie sur les mesures et incertitudes. Et à l'intérieur de ce fascicule-là, vous avez des exemples de graphiques, des exemples de tableaux, des exemples, même un rapport complet d'un étudiant, des exemples. Donc, vous avez vraiment beaucoup de documents. Je vous suggère vraiment de vous référer là, à ce document-là, qui s'appelle Introduction à la méthode expérimentale en physique. Un document qui a été fait par les profs du Collège Annecy. Donc, c'est les deux manuel puis un fascicule là, à se procurer à la coop, si vous voulez pas juste le consulter en ligne. Moi, je vous suggère aussi d'acheter un cahier quadrillé, étant donné qu'on fait beaucoup de lignes verticales. Donc, on a beaucoup de schémas, de graphiques, de trucs comme ça. Ça va beaucoup mieux avec un cahier quadrillé. Si vous décidez d'imprimer les documents que je vous donne et tout ça, moi, je vous suggère de vous acheter un duotang ou un petit cartable là, pour tout mettre ensemble. Vraiment pratique. Donc, faites des trous dans vos choses. Je vous redonne aussi vos rapports de lab corrigés. Donc, si vous êtes 2 par équipe, une personne peut faire une photocopie aussi si elle veut avoir tous les commentaires. Puis, vous pouvez les garder dans votre duotang ou votre cartable, puis vous y référez à la fin pour l'examen de lab. Vous allez voir un examen de lab à la fin. Sinon, je vous suggère la calculatrice. En fait, il y a des calculatrices à la coop si vous n'en avez pas, là, scientifiques, évidemment. Mais ça, vous pouvez en avoir eu besoin pour maths de toute façon, mais pas les calculatrices graphiques, là, où on peut faire des graphiques, puis tout, puis il y a des grosses mémoires, puis ça, on ne permet pas ça. On permet la calculatrice scientifique ordinaire. Sinon, on n'a pas besoin de sarrau, pas besoin de lunettes pour les labos, parce qu'on fait des choses propres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous suggérer d'acheter? C'est pas mal ça. Pas mal ça qu'on a besoin. Une règle, si vous n'en avez pas, une petite règle. Souvent, les étudiants sont pris pour faire des lignes avec le côté de leur calculatrice. Puis tout, achetez-vous une petite règle. Là. Ça coûte comme 25 cents. Là. Puis c'est vraiment, ça va mieux. Surtout que même une règle de 30 cm, ça ne serait pas à négliger, là, parce que des fois, on a vous allez voir, là, on a des diagrammes de comparaison à faire, puis il faut faire des échelles. Puis ça va vraiment mieux quand on a une règle. OK. Donc, ça, c'est pour la médiagraphie. Pour mes dispos.
Donc, pour ce qui est de l'aide en général, on a 3 trucs. On a le tutorat par les pairs, ce qu'on appelle le TPP, et le centre d'aide en physique. Le tutorat par les pairs, c'est Ariane qui s'en occupe. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, vous allez voir son nom ici sur la première page du plan de cours et vous pouvez lui envoyer un MIO pour lui dire le tutorat par les pairs m'intéresse. Ce que c'est, en fait, c'est que vous êtes jumelé à un étudiant qui a déjà fait le NYK, qui l'a très bien réussi, qui est habituellement en train de faire le NYB ou le NYC et qui est intéressé à donner de l'aide à un étudiant qui est en NYK. Donc, vous êtes jumelé à cet étudiant-là et à toutes les semaines, vous avez une rencontre. Donc, habituellement, bien, vous devez avoir fait certains exercices, tout ça. Donc, puis c'est une aide qui vous aide aussi à être à jour, des fois avoir des explications qui sont différentes de celles de l'enseignant, etc. Donc, ça, c'est une possibilité. Comme je vous dis, pour les intéressés, vous écrivez Ariane. Le centre d'aide, c'est un local qui est le C3230. Je vais vous montrer l'horaire. Où est-ce que je l'ai mis? Je pense qu'il est ici. Horaire. Oui. Donc, ça, je vous l'ai déposé sur Léa. Donc, c'est un local, en fait, c'est sur le même étage qu'on va avoir nos labos, nos cours, mon bureau. C'est tout dans le même, c'est dans le bloc C, puis c'est tout au troisième étage. Donc, le C3230, ce n'est pas un local très grand, mais il y a suffisamment de place pour que vous puissiez vous installer pour travailler. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une question pour aller au centre d'aide. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui viennent juste s'installer puis faire des exercices. Ce qui est pratique, c'est que sur place, il y a un prof qui peut répondre à vos questions. Donc, moi, j'ai plusieurs heures. J'ai 4h30 au centre d'aide cette session-ci. Donc, je suis là les mardis matins de 9h à 11h, les mercredis de midi à 1h, les vendredis matins de 9h30 à 11h également. Mais tous les autres profs qui sont là peuvent vous aider avec des questions que vous auriez en NYK. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Le centre d'aide va être ouvert aussi ici là, les mardis de midi à 1h, mais il n'y a pas de prof. Mais vous pouvez vous installer si vous voulez travailler. La seule chose, c'est que cette session-ci va être fermée les lundis, ce qui est quand même plate, là. Mais il y avait comme personne qui avait des dispos les lundis. Et c'est ça. Il y a d'autres moments où il est fermé, mais sinon, il va être pas mal ouvert. Donc, vous venez, vous asseyez, vous installez, vous travaillez. Puis quand vous avez une question, vous levez la main ou bien chaque prof a comme sa méthode. Là. S'il y a trop de questions, ben là, vous écrivez votre nom sur une feuille. Puis quand c'est votre tour, le prof va vous voir. Ou sinon, ben, vous faites juste lever la main. Puis le prof va aller vous voir. C'est ça pour le centre d'aide, très, très utilisé, en particulier par les étudiants de NYB et NYC qui ont compris que vers la fin de NYK, que c'était vraiment très utile d'aller au centre d'aide. Fait que si vous y allez dès le début de la session, ben, grand bien vous en fera. OK. Ensuite, ça, c'est pour l'aide plus collective, si on veut. J'ai aussi, évidemment, des heures là, de disponibilité à mon bureau que j'ai notées sur une petite feuille qui est disparue. Ah, elle est ici. Donc, à part mes heures au centre d'aide, comme je vous disais, je pense que je peux écrire peut-être, non, avec ça, peut-être, on va voir. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux écrire, il ne voudra pas. Ah, schnout! Je pouvais écrire avec mon autre truc. Bon, je vais vous les dire à haute voix, puis vous les noterez. Donc, les mercredis, ici, de 10h à 11h, je vais être en disponibilité. Mercredi de 10h à 11h. À mon bureau, il est écrit sur la première page du plan de cours, c'est le C3525. Ensuite, les jeudis, de 13h à 14h. Donc, les jeudis de 13h à 14h. Encore une fois, au C3525. Et les vendredis
Donc, juste après notre cours, de 14 heures à 16 heures. Donc, les vendredis de 14 heures à 16 heures au C35 Matin. Ça va être disponible là, sur Omnivox. Là, quand vous pouvez aller voir la disponibilité de l'enseignant, je vais les rentrer tantôt. Et vous pouvez aussi là, les voir, ils vont être affichés à côté de mon bureau, puis normalement, vous les avez pris en note, fait que vous devriez être capable de les trouver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ben, vous pouvez toujours m'envoyer des mios, hein? Je l'ai dit à l'autre moitié de classe, là, parce que là, vous êtes juste une moitié de classe à cette heure-ci. Pour n'importe quelle sorte de questions, là, même des questions de contenu, vous êtes en train de faire un exercice, vous êtes bloqué, vous pouvez prendre une photo, par exemple, de ce que vous êtes en train de faire, vous me l'envoyez, vous dites là, j'arrive pas à la bonne réponse ou je suis bloqué, comment je peux faire pour progresser? N'hésitez pas. Donc, n'importe quelle sorte de questions par Mio, je réponds. J'essaie de répondre minimum une fois par jour. Habituellement, sinon une fois par 2 jours, mais habituellement une fois par jour, je réponds. Ce n'est pas des textos, là, mais quand même. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez besoin d'un moment là, pour me voir à un autre moment dans la semaine, vous m'envoyez un Mio, puis on prend un rendez-vous, puis ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous montrer? Ça, c'est tous les objectifs spécifiques. Vous pouvez les lire si ça vous intéresse. Ah, l'évaluation. Bon. Comme je vous disais, là, le cours, il y a une portion expérimentale qui vaut 25 de la note finale. Donc, 5 laboratoires à 15 chacun. Pas 15 chacun, pardon. 15 au total. Vous allez voir, là, le pourcentage est vraiment différent un peu d'un lab à l'autre parce qu'ils n'ont pas tous, il y en a qui sont des plus gros rapports, d'autres des plus petits. Fait que ça, vous pourrez aller voir sur la grille de cours là, qui est déjà sur Léa. Il y a un test de lab à la toute fin de la session, c'est vraiment le dernier cours de la session, qui est un test individuel. Donc, les rapports de lab, il y en a, le premier est individuel, le deuxième, il y a une portion individuelle, une portion par équipe, mais les 3 derniers sont vraiment par équipe. Le test de lab, c'est individuel. C'est vraiment, vous êtes tout seul avec, on vous donne des données, puis là, vous devez faire un tableau, vous devez faire un graphique, vous devez faire des calculs, les diagrammes de comparaison. C'est vraiment vous qui faites comme un mini-rapport rapide. OK? C'est sûr que si vous n'avez pas pratiqué ces notions-là avant, et il y a 3 rapports dans lesquels vous les pratiquez, ça va être difficile là, pour le test de lab, OK, qui vaut quand même 10 c'est évidemment pour éviter qu'une des 2 personnes fasse tout le travail et que l'autre ne fasse pas grand-chose. Ou que vous sépariez tout le temps la matière de façon à ce que ce soit tout le temps la même personne qui fasse, par exemple, les tableaux, puis l'autre le graphique, puis dans le fond, vous ne savez pas comment faire la matière que l'autre fait. Donc, ça, c'est pour la portion expérimentale. Comme je vous disais, les quiz, donc 6 quiz pour un total de 20 examen de session 25 examen final 30 pour un total de 100 Ça, c'est toutes les exigences, les informations. Ça peut être très intéressant de le lire si ça vous tente. C'est à vous de voir. Et vous avez les règles départementales à la toute fin. Donc, ça fait le tour pas mal du plan de cours comme tel. Ce que je voulais vous montrer, c'est les différents labos qu'on a dans la session, juste pour que vous ayez une idée un peu. Donc, le premier lab, comme je vous disais, on prend les données dès la semaine prochaine, dès mardi prochain, parce que les mardis, là, vous êtes séparés en demi-groupes. Donc, j'ai déjà donné le même cours, là, en fait, de midi à 2. Puis là, je vous le donne à vous de 2 à 4. Donc, d'ailleurs, tantôt, là, sur Léa, là, quand je vais déposer les liens pour aller voir les vidéos, ben, si vous voulez écouter la séance de l'autre, vous pouvez, là, mais il n'y a pas plus d'informations. Normalement, je répète la même chose 2 fois. Mais vous allez voir que dans le fond, il y a 2 séances là, qui vont être là. C'est la même chose les 2 fois.
Donc, vous êtes séparés en demi-groupes et donc, les labos, vous allez voir, il y a comme 12 tables qui sont des tables à 2 étudiants. Et sur chaque table, vous avez un ordinateur et un clavier intégré et tout pour être capable de prendre des données et commencer l'analyse en classe. Donc, pour le premier labo, on n'a pas besoin de l'ordi, là, c'est vraiment pour mettre en pratique la théorie sur les mesures et incertitudes. Donc, ça, c'est un premier labo dès mardi prochain qui se fait donc individuellement, même si vous allez être assis à côté de quelqu'un, c'est pas bien grave, là. Vous le faites individuellement. OK. Pour le deuxième labo, c'est un labo sur l'accélération gravitationnelle. Oups, ici. Bon. On prend les données le 15 février et on poursuit l'analyse le 22. Donc, évidemment, vous pouvez travailler sur le labo entre-temps, mais j'ai un autre 2 heures ici de planifier pour ce labo-là, pour vous permettre vraiment là, de tout poser vos questions sur les calculs dans Excel et tout. C'est quand même, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Excel ou peu utilisé Excel, c'est un gros morceau à gober au début, là. Fait que puis tu sais, bon, faire les diagrammes de comparaison et tout, c'est assez complexe, là. Donc, on prend presque 3 heures pour faire ça. Et le deuxième rapport va être à rendre, comme je disais, juste avant de partir en congé pour la semaine de relâche. Ensuite, vous avez le troisième labo qui est sur la deuxième loi de Newton, ensuite la force centripète et le dernier sur le moment d'inertie. Et comme je disais, le dernier dernier cours de la session, c'est l'examen de lab. Okay. Je pense qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire là-dessus, mais je pense que c'est bon. Ah oui, pour les labos, s'il y en a qui préfèrent utiliser, par exemple, une version d'Excel que vous connaissez bien, il y en a qui ont Excel sur Mac ou en anglais ou une version préalable ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours travailler sur votre ordi. Vous pouvez apporter votre ordinateur. C'est juste qu'il faut comme relier les données à l'ordinateur du collège parce que ça prend le logiciel de Pasco, qui est le matériel qu'on utilise là, pour prendre les données, mais après ça, vous pouvez les transférer sur votre ordi. Fait qu'il y en a tout le temps qui font ça, qui préfèrent ça plutôt qu'utiliser les ordi du collège. C'est votre choix. J'ai mis en gras ici les quiz, les labos pour vous montrer les journées où il y a une évaluation, dans le fond. C'est que si vous n'êtes pas présent au labo, vous ne pouvez pas juste faire le rapport et mettre votre nom dessus, là. Il faut prendre les données et tout pour avoir les points. Donc, ça, c'est les journées où vous devez absolument être présent si vous ne voulez pas perdre de points. Évidemment, si vous manquez des cours, ben, en général, les étudiants qui manquent beaucoup de cours, ils ont pas mal de misère, je vous le dis d'avance. Mais c'est à vous de voir. OK? Les cours essentiels, c'est les cours qui sont en gras. Où est-ce que vous avez des quiz et des labos et des examens. OK. Ce que je voulais vous dire d'autre. Attendez une minute, ça va me revenir. Je pense. Ah oui, Moodle, c'est ça que je vais vous montrer. Bon, je vous ai présenté les labos, les exercices, l'échéancier. OK. Ce qui manque, c'est Moodle. Bon. Moi, mon cours n'est pas sur Moodle. OK? Mon cours est sur Léa, là. Donc, vous allez avoir tous les documents, les liens pour voir des capsules vidéo, tout ça, ça va tout être sur Léa. La seule chose qui est sur Moodle, mais c'est quand même très important, c'est ici. La page département de physique. Donc, quand vous allez sur Moodle, vous allez vous connecter. Donc, moi, je me suis déjà connectée, là, fait que là, tantôt, fait que là, ça paraît comme quoi je suis encore connectée. Mais si vous ne savez pas comment vous allez sur la procédure de connexion Moodle étudiant, ça va vous expliquer exactement comment vous connecter. Et vous allez chercher, pas dans mécanique, là, OK? Vous allez dans physique. Puis là, vous allez avoir comme une liste de plein de trucs de physique. Vous allez sur la page du département de physique. OK? Ça s'appelle vraiment page du département de physique. Et là, vous avez tout plein de trucs vraiment importants et intéressants. Vous avez des exercices autocorrigés. Si vous voulez faire des exercices supplémentaires sur
la matière qu'on fait. Il y en a tout le temps qui me disent: Ah, madame, je ne suis pas sûre d'être encore prête, j'aimerais ça faire d'autres exercices. Vous pouvez essayer les exercices autocorrigés. Vous donnez votre réponse, le système vous dit tout de suite si c'est la bonne réponse ou pas et vous explique où est votre erreur. Vous avez des examens formatifs. Là, c'est sûr qu'ils sont divisés selon la structure habituelle du cours, là, chapitre 1, 2, 3, 4, chapitre 5, 6, chapitre 7, 8, chapitre 9, 10, 11, 12. Mais ce sont vraiment des questions, je vous dirais, un peu plus complexes que ce qu'on va vous demander. C'est pour ça qu'on vous suggère de faire les examens formatifs vraiment à la toute fin. Quand vous avez tout fait vos exercices, il me semble que je suis prêt ou je suis prête, là, j'essaierai un formatif. Là, vous allez voir si vraiment vous maîtrisez la matière ou pas. Parce que là, on vous demande vraiment un niveau de compréhension assez élevé. Vous avez les solutionnaires du Benson. Comme je vous disais, les numéros qui sont soulignés dans le plan de cours ont des solutionnaires départementaux. Donc, ici, vous avez exercices et problèmes. Et en dessous, vous avez questions. Donc, pour les solutions des exercices et des problèmes ou des questions sont ici. Si ce n'est pas un numéro souligné, vous avez le solutionnaire de la maison d'édition. Pourquoi il n'y a pas celui de mécanique? Ah, je pense qu'on a tous fait les exercices finalement dans mécanique. En tout cas, ce n'est pas très grave. De toute façon, vous le verrez. Là. Mais les solutionnaires, c'est à utiliser avec parcimonie. Le gros problème, c'est que souvent, les étudiants vont faire leurs exercices avec le solutionnaire. Donc là, ils lisent la question une deuxième fois, je ne comprends pas, ils regardent le solutionnaire, prennent le solutionnaire. Ah oui, OK, ça a de l'allure. Puis là, ils font leur exercice, tout ça. Là, deuxième question, même affaire. Et ils arrivent à l'examen, puis évidemment, ils ne sont pas capables de faire le problème, même s'ils ont tout compris les problèmes qui étaient demandés, parce qu'ils ne sont jamais capables, quand ils arrivent devant un problème, de le faire tout seul sans le solutionnaire. Donc, ce que je vous suggère, quand vous arrivez devant un exercice et que vous lisez la question puis vous ne savez pas comment aborder l'exercice, le solutionnaire en dernier recours. Vous allez plutôt regarder vos notes de cours, relire la théorie. Je sais que c'est plate, mais c'est la meilleure façon de regarder les exercices, les exemples qu'on a solutionnés en classe qui peuvent ressembler à votre exercice. Essayez de faire un schéma, posez vos données, OK? Allez au centre d'aide, venez me voir en dispo avant d'aller voir le solutionnaire. OK? Le solutionnaire, c'est vraiment pour se démêler quand on est dans le milieu d'un problème, là, on ne sait plus trop quoi faire. Ça peut nous aider à débloquer, mais ne pas ambitionner sur le solutionnaire. OK? Vraiment, faites très attention avec ça. C'est votre pire ennemi. Sinon, vous avez l'horaire du centre d'aide, mais je vous l'ai mis sur Léa. Et vous avez Introduction à la méthode expérimentale en physique, qui est le document dont je vous parlais, là, que vous pouvez vous procurer à la coop, mais que vous pouvez aussi juste consulter sur Moodle et que vous pouvez aussi imprimer si vous voulez directement ici. Donc, c'est un document que je vais vous demander de feuilleter et de vraiment utiliser beaucoup cette session-ci. Donc, comme je vous dis, la théorie qu'on va faire sur mesure et incertitude, c'est beaucoup basé sur ce document-là. Mais vous avez en plus, là, comme je vous disais, des exemples de tableaux, des exemples de graphiques, comment mesurer avec un pied à coulisses, toutes sortes d'affaires. Et vous avez des exercices aussi que vous allez faire la semaine prochaine. Donc, tableau, graphique, on vous explique tout comment faire le graphique ici. Donc, on va le faire en classe, évidemment, mais c'est une bonne aide quand on va rajouter les droites extrêmes, ici des exercices, et à la fin, vous avez des exemples de rapports de laboratoire. OK? Donc, comment on fait un rapport de laboratoire complet. Moi, je ne demanderai pas tout le temps toutes les sections, fait que vous verrez là, ce qui est demandé, mais le principe est le même. OK. Donc, ça, c'est pour Moodle. Donc, c'est la seule chose qui est vraiment disponible sur Moodle pour notre cours. C'est sur la page département de physique, c'est ce qui est ici. OK? Je pense que j'ai pas mal fait le tour du plan de cours.
Dans l'autre classe, j'ai eu quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser à ce moment-ci sur quoi que ce soit. Oui, Claudel? Par rapport au laboratoire, est-ce que, parce que c'est comme dans la même période, est-ce que c'est on change de local ou c'est dans le même local qu'on fait comme le début du cours? Bonne question. C'est tout dans le même local, en fait. Tous les cours du mardi vont se donner au labo. Le labo est conçu de façon à ce que vous ayez des tables qui font face au tableau blanc. Donc, on a un tableau blanc et tout. Ce n'est pas à toutes les semaines, comme vous avez vu, qu'il y a un labo. Quand il n'y a pas de labo, c'est de la théorie, mais ça se fait quand même dans le local du labo. Donc, moi, le cours du mardi, je le donne vraiment 2 fois parce que vous êtes séparés en demi-groupe. Si pour vous, c'est plus avantageux de venir à une autre heure, bien là, demandez-moi-le parmi eux. Je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut changer. Parce qu'il y a tout le temps, des fois, possibilité. Là, il y en a qui disent ah, ben moi, ça ferait vraiment plus mon affaire de venir à 2 heures parce que j'ai un cours après, mais je n'ai pas de cours avant. Puis il y en a d'autres que c'est l'inverse. Tu sais. Fait que si vous voulez changer d'heure, il y a pas de il peut y avoir possibilité de le faire. Il faut juste m'envoyer un mio, puis là, je peux faire le transfert. Mais sinon, c'est ça. C'est 2 fois le même demi-groupe. Fait que c'est beaucoup plus facile en labo, là, parce que vous êtes 20 au lieu de 40 ensemble, vous êtes juste 20, puis c'est comme 10 équipes. Fait que c'est vraiment plus facile à gérer, là. En fait, je ne sais pas comment ils font les cégeps qui ont tout le monde en même temps au lab. J'ai vraiment aucune idée, là. Fait que c'est ça pour les labos. Très bonne question. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause de 10 minutes. Puis après ça, on va commencer le chapitre 1. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'aller chercher là, le PowerPoint troué que vous avez, que j'ai mis sur Léa, si vous l'avez imprimé ou quoi que ce soit, et aussi le document sur les conversions d'unités. On va regarder ça tantôt. C'est les 2 documents que j'ai mis sur Léa. Là. Fait que, on se voit dans 10 minutes. OK, on va poursuivre. Donc, tel que prévu, nous allons débuter le PowerPoint qui porte sur le chapitre 1, qui est en fait une introduction un peu à la physique et à différentes notions qu'on a besoin pour bien réussir le cours de mécanique. Donc, ça commence avec la fabuleuse question qu'est-ce que la physique? La physique, c'est la science qui étudie la composition de la matière, son comportement, ses interactions. Donc, ça va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je dirais que les physiciens, en général, ont tendance à penser que la physique, c'est la science de tout et que la biologie et la chimie font partie de la physique, étant donné que la physique étudie la matière en général. Mais bon, c'est sûr que les chimistes et les biologistes ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est un point de vue de physicien. Les domaines de la physique. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la physique classique dans notre cours, mais la physique, c'est comme développé en 2 temps. Il y a eu une première période là, à partir du début du 17e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, là, mais je dirais même milieu du 20e siècle, où est-ce que la physique classique s'est beaucoup développée. La physique classique, c'est 3 domaines, la mécanique classique, la thermodynamique et l'électromagnétisme. Dans nos cours au cégep, à part une petite portion du cours de NYC, ce qu'on voit, c'est de la mécanique classique et de l'électromagnétisme. Mécanique classique, étude du mouvement des points matériels et des fluides. Même là, en NYK, on va complètement laisser tomber les fluides. Parce que je vais vous dire que l'hydrodynamique, c'est complètement autre chose. C'est toute une science en soi. Ce n'est pas simple du tout. Et que l'on n'étudiera pas du tout les fluides. Donc, quand on parle de fluide, on parle de gaz, de liquide. Okay?
truc visqueux, c'est vraiment, il y a de la turbulence, il y a plein d'effets là-dedans, c'est autre chose. Nous, ce qu'on va étudier, c'est l'étude des objets solides, du mouvement des objets solides. La thermodynamique, étude de la température, des transferts de chaleur, des propriétés des ensembles constitués de plusieurs particules. Ça, on ne l'étudie pas au cégep. On l'étudie à l'université. Pour ceux qui vont aller, évidemment, en physique ou en génie, c'est des notions que vous allez apprendre à l'université, la thermodynamique. Quand même, vraiment de la physique de base, là, très important. Et l'électromagnétisme, qui est l'étude de l'électricité, du magnétisme, des ondes électromagnétiques et de l'optique. Donc, tout ce qui est électricité, magnétisme, lumière, ondes, etc. Donc, la grande partie, pas mal tout le cours de NYB, plus une grande partie du cours de NYC, c'est l'électromagnétisme. Newton est à la base de la mécanique classique. Il y a d'autres physiciens qui ont développé des notions d'électromagnétisme et de thermodynamique. Mais Newton a comme parti le bal un peu. Fait qu'il est souvent connu comme étant un peu le père de la physique classique en général. Mon petit chien que j'ai eu il y a une semaine maintenant, il s'appelle Newton. C'est vous dire comment j'aime la mécanique classique. C'est mon cours préféré. Les théories, en fait, les trois théories principales de la physique moderne là, qui s'est développée plus à partir, je dirais, de 1900, début du 20e siècle, là, 1910 dans ce coin-là. Là. Donc, la relativité restreinte, la mécanique quantique, la relativité générale. C'est Einstein, en grande partie, qui a développé la relativité restreinte, la relativité générale, avec l'aide de mathématiciens et de collègues, mais c'est pas mal son cerveau à lui là, qui est arrivé avec ces théories-là. Ce sont des théories assez révolutionnaires. Et même, je vous dirais que quand on essaye de comprendre comment ça fonctionne, ces théories-là, c'est pas simple pour un cerveau humain normal parce qu'on n'a pas des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière ou on n'a pas, on ne voit pas nécessairement ces effets-là parce qu'on est tout le temps proche de la Terre. Puis bon, mais ce sont des théories qui ont été démontrées avec beaucoup, 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 beaucoup d'expérimentation. Et à chaque fois, ça fonctionne. Donc, la relativité restreinte, c'est vraiment le comportement des objets animés de grande vitesse. Donc, quand on parle de grande vitesse, c'est basé sur le fait que la vitesse la plus grande possible, ce serait la vitesse de la lumière. Et que tout objet qui a une vitesse a donc une vitesse qui est plus faible que la vitesse de la lumière, mais lorsqu'il y a une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière ou qui est une fraction de la vitesse de la lumière, il y a certains phénomènes intéressants qui se produisent. Entre autres, le temps ne progresse pas de la même façon pour un objet qui va très, très, très rapidement que pour un objet qui va à vitesse lente. On a fait plusieurs expérimentations, comme je vous disais, mais entre autres, là, on a mis une horloge atomique. Les horloges atomiques, c'est des horloges qui sont très, 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 très précises. Là. On a pris deux horloges qui étaient parfaitement synchronisées. Là. On a mis une sur Terre, une dans un avion. On a fait faire le tour de la Terre à l'avion. Et quand on a mis les deux horloges l'une à côté de l'autre, on s'est rendu compte que l'horloge qui était dans l'avion avait avancé un peu moins vite. On s'entend que c'est des fractions de secondes, là, mais quand même, que l'horloge qui était restée sur Terre. C'est dire que le temps ne progresse pas de la même façon si on va à une vitesse qui est grande versus une vitesse qui est beaucoup moins grande. Évidemment, quand on parle de grande vitesse, comme je dis, on parle de vitesse proche de la vitesse de la lumière. Là, un avion, ça ne va pas proche de la vitesse de la lumière, mais ça va suffisamment vite pour qu'on voit une différence. La mécanique quantique, ce n'est pas Einstein qui est à la base de ça. Il y a plusieurs autres physiciens qui ont développé la mécanique quantique. C'est une théorie pour les particules qui sont très, 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 très petites. Donc, le monde submicroscopique. Quand on parle des protons et des neutrons et tout ce qu'il y a de plus petit, là, ce qui forme les protons, les neutrons, etc. Ce n'est pas une physique qu'on appelle déterministe, comme la mécanique
classique. La mécanique classique, là, ce qu'on va voir, puis vous l'avez déjà commencé à l'aborder au secondaire, là, si on lance, mettons, une balle sur un mur, je connais sa vitesse, je connais l'angle avec lequel je la lance, je connais la distance entre la balle et le mur, bien, je peux calculer le temps que ça va prendre. Puis, tu sais, c'est comme, je peux trouver exactement où la balle va frapper, à quel moment, etc. En mécanique quantique, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on a des particules très, très, très petites, si on essaye de faire, par exemple, un mouvement particulier à nos particules, elles ne vont pas se comporter toutes de la même façon. Il y a une certaine proportion qui vont se comporter d'une certaine façon, puis une autre proportion qui va se comporter d'une autre façon. Donc, par exemple, si on a deux fentes, puis qu'on lance des particules, ben, puis qu'on observe ce qui se passe, bien, il y a certaines particules qui vont passer par une fente, d'autres par l'autre fente. C'est des phénomènes qui sont qu'on appelle probabilistes. Fait que tu as les mêmes conditions de départ, mais tu n'auras pas le même résultat pour exactement les mêmes conditions de départ. Fait qu'il va y avoir, mettons, un tiers des chances que ta particule fasse telle chose, puis deux tiers qu'elle fasse telle chose. C'est très particulier, mais ça fonctionne. Puis on a maintenant des ordinateurs quantiques grâce à ces principes-là. La relativité générale, c'est un peu comme la relativité restreinte, c'est-à-dire que le temps va varier, puis les longueurs vont varier en fonction de la masse des objets ou s'ils se retrouvent proches d'une masse. Donc, par exemple, on a pris deux horloges atomiques, on a synchronisé, on en a mis une sur la surface terrestre, une autre, par exemple, en haut de l'Everest ou en haut d'une haute montagne, et on a constaté qu'avec le temps, les deux horloges décalaient parce que le temps est comme ralenti, si on veut, la progression du temps lorsqu'on est proche d'une masse importante versus lorsqu'on est loin. Fait que le temps n'avance pas avec la même vitesse exactement si on est proche de la Terre ou si on est loin de la Terre. C'est très particulier, mais c'est ça. Fait que c'est des exemples de théories de physique moderne. Il y a plein de domaines de la physique qui sont basés évidemment sur ces théories-là. Comme je disais, en YC, il y a une portion du cours qui est consacrée à la physique moderne. Ça dépend d'un prof à l'autre. Ce n'est pas tous les mêmes sujets qui sont abordés. Il y en a certains qui abordent la relativité, d'autres la physique des particules. Ça dépend, mais si vous allez voir certains de ces domaines-là en YC. Les 4 interactions fondamentales. Bon, en physique, il y a 4 forces de base qui sont vraiment à la base de tout. Puis toutes les autres forces découlent de ces forces-là. Donc, la première, c'est la force gravitationnelle, qui est une force entre n'importe quels objets qui ont une masse. Donc, il y a une force gravitationnelle, par exemple, entre une fourchette puis une assiette. Okay? Sauf que cette force-là, elle est tellement petite qu'elle ne se ressent pas. Pour qu'on soit capable de ressentir la force gravitationnelle, l'attraction entre deux masses, il faut qu'on ait au moins une des deux masses qui soit substantielle, c'est-à-dire plusieurs kilomètres de diamètre. Des assez gros astéroïdes là, vont commencer à avoir une gravité un peu. Là. On va sentir la gravité proche. La Lune va avoir une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible que sur la Terre, mais quand même. Okay? Donc, ça prend des masses qui sont très importantes pour qu'on la ressente, parce que c'est une force qui est très, très, très faible. Faible intensité. Mais on va la voir de long en large dans notre cours. Les interactions électromagnétiques, donc ça, c'est toutes les autres forces là, que vous avez vues. Là, la tension, le frottement, la normale, toutes les forces que vous avez vues normalement au secondaire, c'est toutes des forces électromagnétiques, les forces électriques, les forces magnétomotrices, tout ça. À la base, c'est tout basé sur l'interaction électromagnétique entre des particules de différents objets. Fait que ça, c'est la deuxième force de base. La troisième force, c'est l'interaction nucléaire forte qui se manifeste entre les quarks et les autres particules subnucléaires. Donc, à l'intérieur des protons et des neutrons, on a des quarks qui se collent ensemble pour former des protons et des neutrons. Et pour que ça colle, ça nous prend une force. Et ça ne peut pas être une force gravitationnelle, ça ne peut pas être une force électromagnétique. C'est une force qu'on appelle nucléaire forte. Et on a également la force nucléaire faible qui se manifeste entre les quarks et les leptons.
Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est associé à la radioactivité. Oui, Salma, tu as une question? Oui, madame, s'il vous plaît, c'est quoi des quarks? Des quarks, c'est des particules qui se combinent pour former les protons et les neutrons. Ok, merci. Il y a comme 6 sortes de quarks. Il y a les up, down, charm, strange, en tout cas, il y a 6 sortes de quarks. Et ils se combinent de différentes façons pour former différents types de particules, en fait. Puis il faut qu'ils Merci. collent ensemble là, fait que ça prend la force nucléaire forte pour qu'ils collent ensemble. Encore là, vous verrez ça si vous allez à l'université. Peut-être même dans les cours en YC, peut-être qu'il y a certains profs, oui, qui abordent les quarks, en effet. Donc, ça nous prend ces 4 forces-là pour que l'univers fonctionne comme il fonctionne. Et ce dont on se rend compte, c'est que bon, la force nucléaire forte, elle est excessivement intense. C'est une force là, vraiment, vraiment, vraiment intense, mais elle a une portée limitée. C'est-à-dire que si on met 3 quarks, ça prend 3 quarks là, pour faire un proton, mettons qu'on met 3 quarks, mais qu'on les met à une distance qui est un petit peu plus grande que 10 à la moins 15, ils ne sentiront pas d'attraction. Mais il faut vraiment les rapprocher suffisamment, donc très, 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 très proche. On s'entend que 10 à la moins 15, c'est vraiment proche, là, pour qu'ils sentent une attraction, puis là, ils vont se coller pour faire un proton ou un neutron. Donc, très forte, mais très courte portée. La force électromagnétique, c'est une force quand même d'une bonne intensité, mais qui a une portée infinie. Donc, qui n'est pas du tout à courte portée. Théoriquement, on s'entend théoriquement, là, si on met un proton à une extrémité de l'univers puis un électron à l'autre extrémité de l'univers, ils devraient théoriquement se rapprocher s'il y a juste du vide entre les deux, parce qu'ils devraient ressentir la présence l'un de l'autre. Bon, on s'entend que l'univers, c'est immensément grand. Il n'y a pas de fin, en fait, qu'on connaît. Fait que c'est en théorie, là, mais c'est une force qui n'a pas une portée limitée. La force nucléaire faible, un peu plus de faible intensité, mais une portée vraiment, vraiment, vraiment courte. Et la force gravitationnelle, comme vous voyez, une intensité excessivement faible, très, très petite intensité, mais une portée infinie. Donc, le fait qu'elle ait une intensité très, très faible, ça fait que justement, des masses que nous, on peut trouver substantielles, là, mettons une maison puis un garage, ils n'ont pas d'attraction gravitationnelle entre les deux parce que leur masse n'est pas suffisamment grande. Okay? Pour avoir une force gravitationnelle, comme je vous disais, ça prend un astéroïde là, au minimum là, qui a une bonne dimension. Là. On arrive à se poser présentement avec des sondes. Là, il y en a quelques-unes là, qui se sont posées récemment sur des astéroïdes ou des comètes ou des trucs là, pour essayer de sonder. Là, si vous suivez un peu ce qui se passe là, dans l'actualité scientifique, là, vous allez un peu voir là, qu'il y a plusieurs sondes qui ont été envoyées récemment. Pour arriver à se poser sur un astéroïde, ben, il faut que l'astéroïde soit suffisamment gros pour avoir une gravité. Donc, maintenant, les unités. Donc, on a 7 unités de base dans le système international. Et toutes les autres unités du système international sont des combinaisons de ces 7 unités de base-là. Donc, la première unité de base, c'est l'unité de masse, qui est le kilogramme. Donc, le gramme est une unité du système international, mais ce n'est pas l'unité de base de la masse. L'unité de base de la masse, c'est le kilogramme. Et ça s'écrit K minuscule, G minuscule, si on veut écrire juste simplifié. La distance, c'est le mètre. Le temps, la seconde. Et ce n'est pas SEC, c'est juste S, minuscule. L'unité de l'intensité du courant électrique, ça, normalement, vous l'avez vu en secondaire 4. Vous allez la revoir en NYB. C'est l'ampère. Ampère, qui était un physicien français, qui là est l'unité, c'est le A majuscule. La température,
Là aussi, vous devriez avoir eu une introduction au Kelvin en secondaire 4, mais bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. L'unité de température de base du système international, c'est le Kelvin. Ce n'est pas le degré Celsius, le degré Fahrenheit. Et on ne met pas degré Kelvin, mais si on dit degré Kelvin, on ne met pas le petit zéro. On écrit juste le K majuscule. L'unité d'intensité lumineuse, c'est le candela. Unité de base. Souvent, on utilise des watts par mètre carré ou toutes sortes de choses pour l'intensité, mais l'unité de base, c'est des candelas. Et l'unité qui désigne une quantité de matière, c'est la mole. Donc, ce sont les 7 unités de base du système international. Les 3 unités qui nous intéressent dans notre cours sont le kilogramme, le mètre et la seconde. Comme je vous disais tantôt, les autres unités du système international sont des combinaisons des unités fondamentales. Donc, par exemple, la vitesse en mètres par seconde, l'accélération en mètres par seconde carré, la force, on écrit des newtons. La force est en newtons. Mais 1 newton, dans le fond, c'est 1 kg fois 1 mètre divisé par une seconde au carré. C'est la même chose qu'un newton. On voit que c'est une combinaison des unités fondamentales. L'énergie ou le travail, ça se mesure en joules. Les joules, 1 joule, c'est 1 kg fois 1 mètre carré sur une seconde carrée. C'est des exemples. Il y en a plein. Okay? Plein d'unités qu'on connaît qui sont en fait des combinaisons de d'autres unités de base. Donc, on va regarder des exercices de conversion d'unités. Donc, c'est la page ici là, que je vous ai mis sur Léa. On ne fera pas tous les exercices, je vais vous en laisser à faire par vous-même, mais on va en faire quelques-uns ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tableau blanc de Zoom. OK. Je vais mettre de l'autre côté. Bon. Donc, le premier numéro, c'est la vitesse qui est 90 km/h. On veut l'avoir en mètres par seconde. Donc, évidemment, si vous l'avez appris par cœur au secondaire, vous allez me dire, on divise par 3,6. En effet, on divise par 3,6. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une méthode qui permet de résoudre toutes les conversions d'unités. Parce que là, évidemment, des kilomètres-heure en mètres par seconde, ce n'est pas super compliqué, mais des grammes par centimètre cube en kilogrammes par mètre cube ou des RPM en rad par seconde, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, la méthode est la suivante, c'est-à-dire qu'on va multiplier notre expression pour laquelle on veut changer les unités par une fraction qui mesure 1. Donc, ici, on veut transformer les kilomètres en mètres. Donc, on va multiplier par 1000 mètres sur 1 kilomètre. 1000 mètres sur 1 kilomètre, ça vaut 1. Parce que 1000 mètres, c'est la même chose qu'un kilomètre. C'est comme si j'avais multiplié par 1. Mais ici, on voit que les kilomètres s'en vont. Si je fais 90 fois 1000, je vais me retrouver avec des mètres. Puis là, je fais la même chose pour mes heures, sauf que là, je vais mettre mon heure en haut parce que je veux pouvoir la simplifier. Je mets 3600 secondes en dessous.
Là, on voit que les heures se simplifient. Si je fais 90 fois 1000 divisé par 3600, j'obtiens 25. Puis là, ce qui me reste, c'est des mètres par seconde. Les unités en physique sont hyper importantes. Un chiffre qui a une valeur, qui représente une grandeur physique, a toujours une unité associée. Il va falloir tout le temps écrire les unités tout au long des calculs, pas seulement au début puis à la fin. Puis là, vous allez me dire, « Ah, non, c'est long, on se perd. » J'ai eu un prof de chimie au cégep qui m'a expliqué que c'était très important de mettre les unités tout au long des calculs et il m'a sauvé la vie. Donc, je vais faire la même chose avec vous. Vous allez trouver ça long et chiant peut-être au début, mais vous allez vraiment apprécier quand vous allez maîtriser la chose. Oui, Benjamin. J'ai pas compris, c'est quoi qu'on doit multiplier? C'est 90 fois 3600, c'est ça? Fois 1000, qui est ton numérateur ici, OK. divisé par 3600, parce que c'est ton dénominateur. OK, cool. Ouais. Vous allez voir, c'est miraculeux, ça va super bien. On va essayer le deuxième. Donc, une aire, 0,08 mètres carrés. Je ne mettrai pas de parenthèse tout de suite. Qu'on veut avoir en centimètres carrés. Donc, je vais juste le réécrire. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon expression de base, puis là, je la multiplie par quelque chose qui vaut 1. Donc, si je veux transformer mes mètres en centimètres, il faut que mes mètres soient au dénominateur pour pouvoir les simplifier. Fait que je vais mettre 1 mètre au dénominateur, puis ici, je vais mettre 100 centimètres. Évidemment, là, si je veux avoir des mètres carrés, il va falloir que je mette au carré. Si vous voulez éviter de mettre le carré pour l'instant, là, vous pouvez, parce que des fois, ça peut être mélangeant, vous pouvez juste le multiplier 2 fois. Fait que là, des mètres fois des mètres, ça donne des mètres carrés au dénominateur qui vont se simplifier avec les mètres carrés ici au numérateur. Si je fais 0,08 fois 100 fois 100, ou fois 100 au carré, ça va me donner 800. C'est bon? Les unités se traitent vraiment comme des chiffres. Okay? Je vais vous laisser essayer le troisième à la maison. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est le quatrième. Donc, la longueur qui est égale à 3 pieds, 8 et 3/4 pouces. Donc, la première étape, ça va être de tout mettre en pouces. Si vous avez été témoin de rénovation récemment ou quoi que ce soit, pardon, vous constaterez que beaucoup de dimensions dans le domaine de la construction et tout sont encore en pieds en pouces à cause du fait qu'on est à côté des États-Unis, qui fonctionnent encore avec le système archaïque des pieds et des pouces. Donc, vous avez des conversions en haut, là. 1 pouce égale 2,54 cm, un pied égale 12 pouces.
Donc, on peut remplacer ici nos pieds par des pouces. Pour avoir une mesure qui est uniquement en pouces. Et une fois qu'on a trouvé combien ça nous donne en pouces, là, on peut le transformer en centimètres. Madame? Oui. Je suis juste pas sûre d'avoir compris le 3 fois 12 pouces. Ça vient, en Voilà. fait, c'est dans... je pourrais pas partir. Je pense pas que je vais être capable de partager mon écran parce que je ne sais pas si... non, je ne sais pas si ça va marcher. Attends une minute. Si je te montre ici la feuille, en haut, tu vois 1 pied égale 12 pouces. Ici, dans les facteurs de conversion, en haut. Tu le vois-tu? Ah non, tu ne le vois pas. Attends. Il y a une petite technologie, là. Ça ne m'aide pas aujourd'hui. Bon. Ici. Ici, en haut de la page. Ouais, c'est bon, je vois. OK. OK, parfait. Fait que vous allez juste multiplier par 3 vu qu'il y avait 3 pieds. Exactement. OK, parfait, merci. OK. Donc, on reprend nos pouces. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les transformer en centimètres pour commencer. Donc, on a, si je multiplie par 2,54 cm sur 1 pouce, qui est encore là un des facteurs de conversion qu'on a en haut de la page. Donc là, mes pouces vont se simplifier. Je vais me retrouver avec des centimètres. Donc, j'aurai 44,75 fois 2,54. Ça me donne des centimètres. Et je peux multiplier par 10 mm sur 1 cm pour avoir la mesure en millimètres. Donc, ça va me donner 1137 mm, ce qui correspond, en fait, je vais tasser la petite fenêtre, égal à, je vais le mettre en notation scientifique, 1,14 fois 10 à la 3 mètres. Est-ce que c'est bon pour ça? Ah, OK. Encore une fois, je vais vous laisser le 5 pour faire plus tard à la maison. On va regarder le 6. Donc, le 6, c'est une certaine variable AR qui est 3500 RPM. Donc, des RPM, c'est des rotations par minute. Des fois, on voit ça dans les voitures ou quand on a un moteur ou quoi que ce soit, là. Donc, les rotations per minute en anglais, c'est la même chose. Là. Fait que souvent, c'est écrit RPM. On veut l'avoir en rad par seconde. Ça, on va s'en servir beaucoup vers la fin de notre cours, quand on va avoir des objets en rotation. Donc, 3500 RPM, c'est 3500, en fait, tours par minute. Donc, on va multiplier par 2 pi rad par tour, parce qu'on sait qu'un tour, c'est 2 pi rad. Donc, nos tours s'en vont. Et on va multiplier par 1 minute sur 60 secondes.
Les minutes s'en vont. Fait que c'est important de mettre les rades en haut puis les tours en bas parce qu'on veut que les tours se simplifient. Mais ici, il faut mettre les minutes en haut puis les secondes en bas parce qu'on veut que les minutes se simplifient. On va avoir des rades par seconde. Donc, c'est vraiment important de regarder quel terme on met en haut, quel terme on met en bas. Donc là, on ferait 3500 fois 2 fois pi divisé par 60. Ça va nous donner des rades par seconde. 367 rades par seconde. Bon. Donc ça, je vous laisse, comme je vous disais tantôt, terminer ces exercices-là à la maison. Donc, numéro 3, 5 et 7 à la maison. Je vais vous mettre le document avec les réponses sur Léa. Donc, en fait, je vais juste changer mon document. Là. Je vais mettre le document avec les réponses après. Et vous pourrez voir si votre méthode, ça a bien fonctionné. Évidemment, essayez-le avant de regarder la réponse. De grâce. Bon. Donc, poursuivons avec notre PowerPoint. OK. Donc, voici une série de puissance de 10 avec des préfixes et des abréviations qui correspondent. Donc, ceux qui sont les plus importants à connaître, c'est ceux qui sont en rouge. C'est ceux qu'on va utiliser dans notre cours. Donc, kilo, évidemment, kilomètre, kilogramme, kiloseconde, c'est 10 à la 3. Et l'abréviation, c'est le K minuscule. Méga, c'est 10 à la 6, donc des millions de mètres, par exemple. Un mégamètre, c'est 1 million de mètres, donc M majuscule. Milli, on le connaît, M minuscule. Donc, millimètre, MM, milligramme, MG, millilitre, ML. 10 à la moins 3. Les micros, 10 à la moins 6. Donc, des micromètres. Quand on a, par exemple, la dimension d'un cheveu, l'épaisseur d'un cheveu, on est dans les micromètres. Évidemment, d'une personne à l'autre, ça varie. Souvent, on appelle ça aussi des microns. Un micromètre, c'est la même chose qu'un micron. 10 à la moins 6. Et des nanos, donc 10 à la moins 9. Donc, des nanomètres, c'est 1 fois 10 à la moins 9 mètres. Quand on va dans plus petit, là, on parle des dimensions, là, justement des quarks, des trucs beaucoup plus petits à l'intérieur des atomes. Les atomes, là, on est dans les nanomètres. Les picots, là, on est à l'intérieur des noyaux des atomes, tout ça. Femto, souvent on parle de femtosecondes, mettons, des pulsations de laser qui vont être de très, très courte durée, vont être en femtosecondes, par exemple. Des dimensions beaucoup, beaucoup plus grandes, des dimensions dans l'univers, évidemment. Des téramètres, des pétamètres, des hexamètres. Là, on parle des dimensions des galaxies, puis des amas de la galaxie, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. Mais je ne vous demanderai pas ça, là. Juste connaître ceux qui sont en rouge. Donc, on a un petit exercice. Je vous donne l'exemple du diamètre d'un cheveu à mettre avec un préfixe. Donc, vous avez le choix. Ici, j'ai choisi les millimètres ou les micromètres. Habituellement, on choisit là, les deux extrémités là, de chaque côté de notre dimension. Là. Et la notation scientifique. Donc, en notation scientifique, toujours un seul chiffre. Donc, 1 fois 10 à la moins 4 dans ce cas-ci. Pas un seul chiffre, mais je dirais un seul chiffre à gauche de la virgule. Là. Donc, on va faire, je vais vous laisser un petit peu de temps pour l'essayer. Donc, essayez ici de résoudre, de faire ceux-là. Okay? Vous transformez le 32 millions de volts avec un préfixe.
Donc, mettons, dans ce cas-ci, vous pourriez choisir soit méga, soit giga. OK? Des gigavolts ou des mégavolts. Et ensuite, de l'écrire aussi en notation scientifique. Donc, c'est ça. Pour 32 millions de volts, on aurait 32 mégavolts ou 0,032 gigavolts. La notation scientifique, c'est toujours un seul chiffre à gauche du zéro, avec une puissance de 10. Si pour vous, c'est des notions qui ne sont pas acquises, là, dans le sens que vous entendez une notation scientifique et vous faites, mon Dieu, il me semble que je n'ai jamais vu ça, n'hésitez pas là, à m'envoyer un mio, puis venir me voir la semaine prochaine à mon bureau, puis tout ça. Là. On peut le regarder plus en détail. C'est que je prends un peu pour acquis qu'il y a des choses que vous avez vues. Ce n'est pas le cas nécessairement pour tout le monde. Pas tout le monde qui a eu le même genre de prof au secondaire en physique, puis c'est pour ça que ça varie beaucoup. Là. Okay? N'hésitez surtout pas là. Pour la durée d'une journée, là, on veut trouver la durée d'une journée en secondes. Fait que là, j'ai multiplié mon 24 heures fois 60 minutes par heure fois 60 secondes par minute pour l'avoir en secondes. Ça me donnait 86 400. Fait que là, si je veux le mettre avec mon préfixe, je vais mettre 86 400 kilosecondes. 86, pardon, 4 kilosecondes. Parce que 86 400, c'est 86,4 kilosecondes. Et ensuite, si je le mets en notation scientifique, je ne peux pas mettre 86,4 fois 10 à la 3 parce qu'en notation scientifique, il faut qu'il y ait seulement un chiffre à gauche du zéro. Donc, 8,64 fois 10 à la 4 secondes. C'est bon? Le rayon d'un atome, on a 0,2 nanomètres. Évidemment, les atomes n'ont pas tous le même rayon. Là. On a des atomes d'hydrogène qui sont minuscules, des atomes d'uranium qui sont immenses. Donc, c'est juste un rayon quelconque d'un atome. Là. 2 fois 10 à la moins 10. Pour la notation scientifique. La vitesse de la lumière dans le vide. 300. Madame, Oui. en fait, là, c'est juste ça m'a mélangé, parce que là, pourquoi c'est juste 2, c'est juste 0,2 et pas 3 chiffres? Ben, juste parce que là, je ne sais pas ce qu'il y a après. Fait que je ne l'ai pas mis. Ça peut être j'ai peut-être arrondi. J'ai comme pas l'information pour pouvoir mettre 3 chiffres significatifs. Mais dans un problème théorique, là, j'enlèverais pas de points. Si tu m'avais écrit 0,200, je n'aurais pas enlevé de points en théorie. T'sais. OK, c'est bon. Parce que je prends pour acquis que je suis un peu comme une calculatrice. Là. Tu mets 2,0, ta calculatrice, elle va juste écrire 2, parce qu'elle s'en fout là, du zéro. Mais dans les labos, par contre, il va falloir faire très attention aux chiffres significatifs. Là, je vais en parler beaucoup plus dans les labos, là. Mais quand on va faire la théorie sur les mesures d'incertitude. Claudel. Est-ce que pour la réponse comme au rayon d'un atome, est-ce qu'on aurait pu mettre d'autres choses que les nanomètres? Qu'est-ce que tu aurais mis? Moi, j'ai mis les picomètres, j'ai mis 200. Ça serait correct. OK, c'est bon, parfait, merci. Oui. Et c'est ça, pour la vitesse de la lumière dans le vide, ça, je vous dirais, apprenez-le par cœur, la vitesse de la lumière dans le vide. C'est un peu comme, je ne sais pas, savoir comment tenir une fourchette. C'est des choses de base dans la vie, là, la vitesse de la lumière dans le vide. Il me semble que tout le monde devrait savoir ça. Là. Je sais que tout le monde me trouve bien bizarre quand je dis ça, mais 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, c'est de base. Okay? C'est quelque chose qu'on apprend, on devrait apprendre à la base. Oui, Edwin. Parce que pour la durée d'une journée, oui. Vous avez dit que c'est 86 400. Oui. Et si on fait 86,4 fois 10 à la 4, je ne pense pas que ça donne la bonne réponse. Non, c'est 8,64 fois 10 à la 4. Ah, OK. Parce qu'en notation scientifique, il faut vraiment garder un seul chiffre à gauche de la virgule. Ah, OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Excellent.
Fait que ça, c'est pour cet exercice-ci. Et il nous reste 5 minutes. Donc, on va pouvoir se rendre à la même place que l'autre demi-classe parce que j'ai eu le temps de faire les chiffres significatifs avec eux, justement. Donc, les chiffres significatifs, vous l'avez probablement déjà vu, là, mais les zéros à gauche ne comptent pas, mais les zéros à droite comptent. Donc, 1,37, 0,137, 0,00137 ont tous 3 chiffres significatifs, alors que 4,7 a 2 chiffres, mais 4,70 a 3 chiffres significatifs. 4,70 est 10 fois plus précis que 4,7, parce que 4,7, on ne sait pas si on n'a pas arrondi notre chiffre au dixième. On ne sait pas si c'était 4,71 ou on n'a pas d'informations sur ce qui vient après. Alors que 4,70, on sait qu'au centième près, ici, c'est un 0. Ce qui fait que ce n'est pas la même mesure. Quand on fait de la physique expérimentale ou n'importe quelle science expérimentale, il faut faire attention aux chiffres significatifs. On va le voir de long en large, les chiffres significatifs, quand on va faire la théorie là, sur les mesures et incertitudes, qu'on va commencer vendredi. Mais juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur là, de comment ça fonctionne, là. Oups, j'allais trop vite. Ici, quand on multiplie deux chiffres qui n'ont pas le même nombre de chiffres significatifs, lui, il y en a 2, celui-là, il y en a 5. Il faut que ma réponse soit donnée à 2 chiffres significatifs. Parce que ma réponse ne peut pas contenir plus de chiffres significatifs que la mesure qui en a le moins. Et celui des 2 termes qui en a le moins, c'est lui, parce que lui, il y en a 2 puis lui, il y en a 5. Donc, la réponse doit être à 2 chiffres significatifs. Pour les additions, les soustractions, c'est le nombre de décimales qui est important. Donc, ici, on a 4 chiffres décimaux. Ici, on en a 2. Donc, la réponse doit être donnée à 2 décimales parce que notre chiffre qui en a le moins, c'est le 2,45 qui a 2 décimales. La réponse est donnée à 2 décimales. On ne peut pas être plus précis que le chiffre le moins précis qu'on a, en gros. Okay? Ça, c'est important pour la partie expérimentale du cours. Pour la partie théorique, je ne vais pas vous demander, je ne serai pas particulièrement pointilleuse. Ce que je vais vous demander, c'est de faire des calculs intermédiaires à 4 chiffres significatifs, puis votre réponse finale la donner à 3 chiffres significatifs pour tout ce qui est théorique. Donc, tous les quiz, les exercices, les examens, tout ça. Quand vous faites des calculs intermédiaires, vous gardez 4 chiffres significatifs, votre réponse finale à 3 chiffres significatifs. C'est ce qu'on dit ici. Donc, dans les examens, vous devrez toujours arrondir votre réponse finale à 3 chiffres significatifs. Les calculs intermédiaires devront donc être faits avec au moins 4 chiffres significatifs. Parce que sinon, si vous arrondissez tous vos calculs à 3 chiffres significatifs, bien là, à la fin, votre réponse à 3 chiffres significatifs, le dernier chiffre, il a tellement été arrondi souvent qu'il ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'on demande de faire les calculs intermédiaires à 4 chiffres significatifs. C'est bon? Donc, c'était notre premier cours. On se retrouve jeudi. Là, on va être tout le monde ensemble. Vous allez voir, on va être 40, presque. Donc, c'est ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester en ligne pour ceux qui ont des questions. Je vais arrêter l'enregistrement, là. Puis, vous pouvez quitter. Puis, en fait, on se voit jeudi. Puis, s'il y en a qui ont des questions qui veulent me poser plus un par un, bien, je vais rester là. Je vais être la dernière à partir, en fait. Fait qu'on se voit jeudi.